Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore pour cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Le nombre de femmes qui tombent sous le coup des hommes augmente tous les jours, ceci malgré toute la sensibilisation faite autour. Les féminicides, ces meurtres commis sur des femmes en raison de leur sexe, continuent de choquer et de scandaliser notre société. Malgré les efforts pour lutter contre les violences faites aux femmes, le bilan continue à s'alourdir. Et les histoires de femmes tuées pour des raisons de leur sexe, de leur genre, restent autant effroyables les unes que les autres. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer les causes, les conséquences et envisager quelques solutions pour mettre fin à cette violence inacceptable. Merci de rester avec nous. Les féminicides, ça continue, c'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous avons jugé opportun de convier les hommes à ce débat, question de comprendre la psychologie de ces messieurs sur la question. Alors, de gauche à droite, j'ai M. Mbela. Bonsoir M. Mbela. Bonsoir Emine. Comment allez-vous? Écoute, je vais très bien et vous-même? Ça va, merci. Deuxième fois sur notre plateau? Oh, oui. Et c'est un plaisir renouvelé de toutes les façons. Alors, vous êtes mon collègue à STV, il faut que je le dise, et vous êtes surtout technicien industriel. Bien sûr. Mais écoutez, moi, en qualité de technicien, effectivement, j'ai aussi l'habitude, enfin, j'ai coutume de côtoyer des dames. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui me parle particulièrement dans la mesure où ces dames, je les estime vraiment et je ne comprends pas à certains égards qu'elles puissent être victimes de ce genre de barbarie. Donc ça me fait plaisir effectivement qu'on en parle aujourd'hui, qu'on essaie de disséquer ce qu'il en est. Voilà. Merci. Dans votre propos, j'ai retenu à certains égards et je vais revenir dessus. Merci d'être là. Tout juste à côté de moi, j'ai Madame Barbara Ekoto, épouse Njimo. Bonsoir Barbara. Bonsoir, bonsoir Emine et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Toujours un plaisir de t'avoir ici. Le plaisir est partagé. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous sommes ici pour adresser les sujets les plus piquants, les plus difficiles, mais qui permettent quand même d'avancer. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Alors il faut rappeler que vous êtes coach familial, spécialiste de la santé mentale et écrivaine, c'est bien cela? Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Guérir de mes blessures du passé » et qui se vend très bien d'ailleurs, que ce soit sur Amazon ou en librairie, et qui permet d'adresser une des causes, comme on verra tantôt, qui pousse certaines personnes à avoir des comportements complètement déplacés. Merci d'être là. Je vous en prie. À ma droite, j'ai M. Baïro Ndjokmo Vital, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur? Oui, exactement. En quoi est-ce que vous entreprenez? Dites-nous. Alors, sans forcément de publicité, mais dites-nous ce que vous faites. Ok, moi je suis Vital Baïro, comme vous avez dit, entrepreneur. Je suis fondateur de SidoWash. SidoWash. Oui, SidoWash, c'est une entreprise qui fait dans le nettoyage de voitures à domicile. Nous avons décidé véritablement de pouvoir offrir des services qu'on ne retrouve pas dans les laveries conventionnelles comme ça. Très bien. Je ne voulais pas que vous fassiez la publicité, vous avez fini par en faire. Mais moi, ça m'a plu, là. Je suis intéressée. Je vais vous la facturer. Alors, merci d'être venu ici ce soir. Merci, madame. Alors, messieurs, Monsieur Mbela, je vais commencer par vous. Avez-vous déjà vu une femme victime de violences conjugales dans votre entourage, dans votre environnement? Oui. Oui, ça m'est arrivé de croiser ces femmes-là qui ont eu à subir des sévices dans leur foyer. Vraiment, c'est pas réjouissant. C'est pas réjouissant. Donc c'est toujours très difficile de mettre les mots sur ce qu'on ressent à ce moment-là. Quand on écoute leur récit, à ce moment, on se dit bien qu'on puisse. Chez nous, on dit il ne faut pas écouter le tam-tam d'un seul côté. Le tam-tam, généralement, quand il bat, il faut l'écouter des deux côtés pour pouvoir se faire une idée. Donc, même si sur le coup, je n'ai pas eu l'opportunité effectivement de discuter avec leur conjoint pour savoir exactement ce qui s'est passé, essayer de mettre un raisonnement sur l'acte posé. Je trouve quand même que c'est extrêmement douloureux. Dans le cas de la violence, mon avis est qu'on n'a pas besoin d'écouter le tam-tam des deux côtés. Quand il y a déjà violence physique, le tam-tam, on l'écoute
d'un seul côté et puis Faut pas toujours le croire, hein, Madame Bissem, dans la mesure où, oui, faut pas toujours le croire dans la mesure où, effectivement, même quand vous êtes attrapé sur le fait, c'est-à-dire lorsque vous êtes pris en flagrant délit de violence ou en flagrant délit de meurtre, allons à l'extrême. Quand vous arrivez dans un tribunal, on vous donne la parole. Très bien. On sait que vous avez tué, mais on vous donne la parole pour essayer de justifier, pas justifier, essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qui a pu vous amener à poser cet acte-là. Donc voilà. Nous y revenons. Alors, monsieur, je vais vous appeler Vital, vous permettez? Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez entendu tous ces féminicides dont on parle ces derniers temps, hier, avant-hier, la semaine dernière, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un homme qui réussit à faire tomber sa femme sous ses coups. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoute, Hermine, c'est extrêmement compliqué. Lorsqu'on voit ce genre de choses arriver dans notre, je dis ça comment, dans notre société et tout, en fait, avant de pouvoir développer ce que vous m'avez dit, c'est que moi-même également, j'ai été victime, j'ai vu. Très bien. Racontez-nous, oui. Oui, j'ai eu à voir comment ça s'est passé en fait avec ma maman. Oui. Mais sauf que c'est pas arrivé au meurtre en fait, mais ça devait être. Alors, racontez, êtes victime de violence? Oui, exactement, parce que quand j'avais 3 ans, chaque fois que papa rentrait, il avait toujours l'habitude de, je sais pas, toujours des problèmes et puis ça frappait sur maman. Bon, un jour ça a débordé en fait, c'est que maman a essayé de s'échapper, il a suivi maman. Et puis il arrive dans pleine cour, il pense qu'il a croisé les pieds de ma mère, et puis elle est tombée sauvagement. Il est venu sur elle en train de la frapper. Bon, je me rappelle que quand j'étais petit, j'ai voulu véritablement venir sauver maman. Et bon, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau tout simplement pour aller faire quelque chose à mon père. Un petit garçon. Ouais, donc c'est très compliqué, Hermine, comme vous abordez ce sujet, vraiment mon corps. Je comprends. Je pense que la blessure n'est pas encore fermée. Bon, je vais dire, la blessure n'était pas fermée. Jusqu'à ce que je devienne mature, que j'ai le bac et puis j'ai mon diplôme d'ingénieur, je me rends compte que c'est un truc qui me freine énormément. Donc je commence le développement personnel véritablement. C'est la raison pour laquelle même j'ai commencé à offrir des conférences, parler aux jeunes et tout. Et puis... On y revient sur les conséquences. Ouais. Alors, est-ce que cet état de choses vous a influencé? Est-ce que ça a changé votre façon de voir la femme, votre relation à la femme? Exactement, parce qu'aujourd'hui, je pense que votre copine, elle me découvre comment? Parce que je suis en train de partir faire du bien à ma femme, ma copine, en fait, je n'ai pas ma femme, mais elle a vu tout ce que je faisais à ma copine, elle était dépassée en fait. Qu'est-ce qui peut pousser ce genre de jeune garçon à faire un tel oui, à être aussi attentionné vis-à-vis de sa copine? Oui, exactement. Donc, du coup, ça a véritablement changé ma façon de voir la femme et je me suis promis de ne jamais faire ce genre de choses en fait. Très bien. Ouais. Merci beaucoup pour cette mise à nu. Alors, Barbara, quelles peuvent être les causes des féminicides? C'est déjà hyper émotif. Vous me voyez partager votre souffrance et votre douleur. Et je voudrais dire qu'il y a tellement de causes derrière. Et l'une des causes de violence et de féminicide, c'est des gens comme vous qui avez vu la violence. Alors, il y a 2 comportements possibles. Le premier comportement, c'est vraiment d'essayer de défendre sa maman, de défendre la personne qui est faible et de se promettre justement que moi, je ne ferai jamais ça parce que j'ai vu la douleur qu'il y a derrière. Mais il y a d'autres enfants qui vont réussir à aduler le parent qui est le martyr, le bourreau, et ils vont l'aduler en fait. Vous savez que la création d'une relation parent-enfant, c'est très délicat. L'enfant idéalise son papa. Et de voir que son papa, par exemple, devient un homme fort, il montre toute cette force et cette puissance-là. Il y a des enfants qui vont finir par aimer ça, par respecter ça, et parfois même par mal parler à leur propre maman. Et ça, c'est vraiment un processus émotionnel qui se met en place. Et ça fait que beaucoup d'enfants qui sont passés par la case d'un environnement violent, difficile, avec une insécurité émotionnelle, lorsqu'ils grandissent, ils deviennent eux-mêmes des personnes très violentes. Et ça, c'est l'une des causes principales vraiment de ce qu'on voit aujourd'hui. Et il faut dire aussi que beaucoup de femmes, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Hermine l'a dit, n'arrivent pas à partir. Et il a dit aussi, elles n'arrivent pas à partir, elles sont dans un environnement où elles sont battues, elles sont violentées, elles ont perdu un bébé, perdu un œil, mais elles sont là. Parce qu'elles sont souvent, on a parlé de ça ici sur ce plateau à plusieurs occasions, en dépendance affective.
Et elles subissent les violences parce qu'elles ne savent plus partir. Elles ont été en manque affectif pendant trop longtemps. Et quand cette personne arrive et leur verse quelques grains d'amour, elles sont tellement attachées qu'elles n'arrivent plus à partir. Elles s'attachent à ces émincés d'amour, elles se disent qu'elles trouvent des raisons à leur bourreau. Elles trouvent des raisons à leur bourreau. Elles finissent par aimer le bourreau. Vous connaissez comment ça se passe. Et de Stockholm, elles finissent par aimer le bourreau. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est très émotionnel. Vous savez, je vais vous faire un peu de... Dans notre cerveau, il y a cette partie qu'on appelle le surmoi qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Après, il y a la partie qu'on appelle le ça, où on a tellement de choses qui bouent. C'est-à-dire que toute la violence, les envies sexuelles, tout ça, ça boue de ce côté-là. Et on a le moi qui essaye d'équilibrer les deux. Alors, quand un homme se met à battre, il y a souvent son côté de ça qui monte. Et si le surmoi n'est pas assez solide, qui dit non, on ne tape pas une femme, je ne le ferai pas. Et que le moi n'équilibre pas très bien, il va laisser cette partie-là grandir. Et pour ceux qui sont chrétiens, on appelle souvent cette partie-là l'homme animal. On dit ne nourrissez pas l'homme animal, parce que finalement, chaque personne au fond de lui a cette capacité de faire des bêtises. Hein. Mais c'est le passé qui t'emmène souvent à y aller. Maintenant, il y a une dernière cause et qui, pour ma foi, est très importante, c'est l'environnement dans lequel on vit. On est dans un environnement où vraiment un homme qui bat sa femme est parfois même célébré. Vous voyez des femmes qui se font battre, qui se font violenter, et quand elles rentrent chez leur maman, chez leurs parents, qu'est-ce qu'on leur dit? Rentre chez ton mari. Rentre chez ton mari. Il faut supporter. On y revient, Barbara. On y revient. Alors, Valérie, dis-nous, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à la persistance de cette violence dans notre société? Oui, les facteurs qui peuvent persister, qui peuvent contribuer à ce que ça persiste. À ce que ça persiste, effectivement, dans notre société. Il y a, on l'a dit tantôt, il y a le facteur de l'impunité. L'impunité au niveau de la justice, par exemple, qui, ma foi, peut estimer que la vie d'une femme, comme on a su dernièrement, vaut moins de 100 000 francs et peut être mis en sursis pendant 5 ans. Donc, écoutez, le bourreau peut avoir un souci de 5 ans. Un souci, quand on parle de souci, il faut dire que vous n'êtes pas réellement un prisonnier. Donc, ça peut amener des gens à banaliser la vie de la femme. Et il y a aussi, il faut le dire, le facteur patriarcal qui on apprend aux garçons que la femme est leur objet, la femme vaut beaucoup moins qu'eux. Donc, ils peuvent posséder une femme comme on peut posséder un meuble, comme on peut posséder, c'est pas moi, un chien. Alors, mettre ça dans la tête d'un garçon et le faire grandir dans cet état d'esprit peut l'amener à poser des actes sur son épouse, sa sœur même, qui ne puisse pas s'expliquer en fait. Donc, il y a autant de raisons. Madame a peut-être oublié de relever la raison financière, la dépendance financière. Il y a des femmes qui restent chez des hommes, bien qu'elles soient battues, bien qu'elles soient maltraitées, parce qu'elles ne savent pas où aller. Elles ne peuvent pas payer un loyer. Elles ne peuvent pas se prendre en charge. Voilà. Donc, ça, elle se dit, ok, je vais supporter jusqu'à ce que l'impensable se produise. Donc, voilà un peu. Ok. Vita, est-ce que tu penses que l'éducation, il l'a dit tout à l'heure, est-ce que tu penses que l'éducation et même la culture, parce que la violence peut être culturelle aussi, enfin, je ne sais pas, je te demande, est-ce que tu penses que l'éducation et la culture ont quelque chose à voir avec le fait que cette violence persiste? Oui, effectivement. L'éducation, en fait, c'est la base de la construction d'une société, en fait. Si les populations ne sont pas éduquées véritablement, ça sera compliqué véritablement de pouvoir avoir une société équilibrée et puis diminuer ce genre de phénomène. Donc, moi, je vais dire ceci, c'est que lorsqu'on parle, par exemple, quand on regarde notre système éducatif, on a tout fait, on apprend lecture, on apprend énormément de matières, mais sauf que je me suis rendu compte qu'on oublie d'apprendre un certain nombre de choses aux gens. C'est-à-dire que, premièrement, le fonctionnement du cerveau.
Oui, parce qu'à l'école, on ne m'a pas appris comment mon cerveau fonctionne. C'est moi qui me suis battu à apprendre comment mon cerveau fonctionne. Oui. Alors, le cerveau ayant beaucoup d'éléments, plusieurs cellules neuroneuses et plusieurs autres choses qu'il doit gérer au quotidien, obligé de créer ce qu'on appelle des habitudes. C'est-à-dire pour que vous fonctionnez normalement, il faut que le cerveau crée une habitude. Alors pour la création de ces habitudes-là, ça commence premièrement par des pensées. Et les pensées viennent d'où? Ça vient premièrement de ce qu'on appelle une mémoire en fait, qui est sur le cerveau. Et donc cette mémoire-là se base sur les événements passés. Ça veut dire que lorsqu'on va prendre un enfant à utiliser véritablement son cerveau, c'est-à-dire comment le cerveau fonctionne et tout, ça aura, je vais dire comment, un impact sur le fait que même s'il a eu à voir un événement comme ça, ou alors que son cerveau, je ne sais pas, que sa femme peut-être a des comportements inadéquats, ou alors que, je ne sais pas trop, qu'elle est dans une relation et qu'elle n'arrive pas à prendre soin d'elle normalement, ou qu'on la bastonne, elle ne sait pas, peut-être elle ne sait pas où partir et tout. Si elle sait utiliser son cerveau, il y a beaucoup de choses qu'elle ne pourra pas véritablement se dire. Et ça va apporter, ce que j'appelle ça comment? Ça va apporter des éventuelles solutions pour qu'elle puisse sortir de ça et puis diminuer véritablement ce genre de phénomène. Alors vous qui avez grandi dans l'environnement où votre mère était violentée, qu'est-ce que le petit garçon que vous étiez se disait en voyant tout ça autour de lui? Bon, quand j'étais petit, lorsque ça s'est passé véritablement, je ne peux pas vous dire, moi j'avais juste pitié de maman. Hein. Je disais pourquoi elle ne peut pas se... Je ne sais pas, il y avait pitié de maman, je voulais apporter de l'aide, mais je ne peux pas me rappeler exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais c'est quand j'ai grandi que j'ai pu comprendre un certain nombre de choses en fait, en écoutant véritablement les deux parties comme monsieur disait tantôt tout à l'heure. Alors, Barbara, pour toi, quel est le rôle des médias dans cette sensibilisation-là? Est-ce que vous pensez que les médias aident? Est-ce que vous pensez que les médias aggravent? Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que vous en pensez? Mais dans chaque scène cinématographique qui passe, il y a un homme qui gifle une femme. Dans chaque court-métrage qui passe, il y a des gens qui s'engueulent. La violence est devenue d'une banalité à n'en plus finir. Les médias n'aident pas beaucoup. Et non pas que les médias. Je veux dire que les actions qui sont menées sur le terrain, il y en a, mais elles peuvent être elles peuvent être poussées davantage. Vous voyez, donc les médias pourraient être un outil puissant pour aider à lutter contre ce fléau, parce que oui, c'est un fléau. On a eu 76 féminicides déclarés au Cameroun en 2024, déclarés. Mais dans tous les coins et les recoins, les femmes meurent quotidiennement dans le silence le plus absolu. Et on va déclarer à l'hôpital qu'elle est morte de paludisme. Donc oui, les médias peuvent jouer un rôle. Les médias peuvent sensibiliser, les médias peuvent appeler aux autorités, les médias peuvent proposer des solutions, les médias peuvent faire porter la voix à chaque fois que ça se passe, jusqu'à ce que la population commence à avoir effectivement cette force d'aller demander des comptes aussi à ceux qui doivent travailler dans ce sens-là. Et on parlait tout à l'heure, il a parlé de l'impunité au niveau de nos tribunaux. Les médias peuvent aider à mettre en emphase cette impunité-là. Moi, j'ai vu il y a quelque temps, on parlait d'un meurtre qui a eu lieu. Combien de fois on a parlé de cette partie où la personne qui est concernée, entre guillemets, n'a pas été interpellée? Combien de médias se sont assis pour en parler? C'est sur Facebook qu'on apprend que telle personne n'est pas interpellée. Mais quand il s'agit d'utiliser une femme et tout, excusez-moi de le dire, mais je dis c'est tellement facile. Il y a une facilité, une médiatisation facile, une banalisation facile de la partie qui est de la femme. Ça peut venir, comme il le disait tantôt, de cet état de bantou dans lequel on se trouve, où on a l'impression que la femme, c'est une moindre personne, finalement. Tu l'as acheté. Souvent, certains hommes vont dire à leur femme, je t'ai payé, tu sais combien j'ai donné pour t'avoir? Et du coup, si j'achète quelqu'un, la personne devient un objet. Non, les médias ont un grand rôle à jouer et j'apprécie d'ailleurs ce que votre média fait au passage. Et je prie que ça puisse continuer comme ça et que ça puisse sensibiliser quelques personnes qui nous écoutent. Merci pour notre média. Alors, Valérie, on a malheureusement pas un psychologue sur le plateau, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que ces hommes violents ont un profil psychologique? Est-ce que je pense? En passant, je suis thérapeute, je suis psychothérapeute. Non, c'est lui qui va répondre et puis je vais continuer si tu veux. C'est moi qui décide.
Alors, je vais te poser la Côté question avant que Valérie ne revienne dessus. Est-ce que ces hommes qui sont violents en profil psychologique, ou bien c'est monsieur n'importe qui est violent? Non. Il y a très peu. Lorsque quelqu'un, je vais vous expliquer, il y a une sécurisation qui se fait de la première partie de la vie d'un enfant. Tout se joue là. En tout cas, la plupart des choses, le comportement que vous voyez un adulte avoir, tout se joue généralement entre 0 et 7 ans, là-dedans. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est attentif, lorsqu'il voit un enfant, il voit un certain type de comportement. Les enfants qui sont en insécurité émotionnelle, lorsqu'un enfant naît, je vais commencer par le ventre. Si vous n'aimez pas l'enfant, vous haïssez l'enfant. L'enfant le ressent. La couverture émotionnelle de l'enfant commence à être perturbée à partir du ventre. L'enfant commence à être déséquilibré. Lorsqu'il y a beaucoup de stress derrière cet enfant, beaucoup de stress, de violence, etc., l'enfant peut même développer un certain nombre comment on dit ça, de déficits neurologiques. Il y a des parties du cerveau qui ne vont pas bien évoluer à cause de l'excès de stress dans lequel l'enfant se trouve dans le ventre. Et il y a une étude qui montrait d'ailleurs qu'il y a des enfants qui sont atteints de TDA, troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'un cocon qui n'était pas chaleureux, agréable et plein d'amour. L'affect était atteint. Oui. Et maintenant, vous imaginez, ce bébé vient au monde. Et il y a un problème de sécurité émotionnelle qu'il faut mettre. C'est pour ça qu'il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « The World Needs a Father ». Le monde a besoin d'un papa. Les enfants qui sont sans père, sans repère, les enfants qui n'ont pas le toucher physique. Il y a des enfants qui crient après ce toucher physique-là. Vous voyez un enfant qui est perturbé. Chaque fois, il est là. On a peut-être des jumeaux qui sont arrivés juste après un enfant. Il a 3 ans et tout le monde est concentré sur les jumeaux. On le délaisse. On ne le touche pas. On ne le nourrit pas. Il doit se débrouiller pour tout. Et j'ai connu une dame qui me dit, à 5 ans, elle partait faire sa vaccination par elle-même. Tellement on était concentré sur ses autres frères, elle n'avait pas... Elle a été complètement détruite sur le plan psychologique. Vous voyez, pendant cette période de la vie-là, l'enfant a besoin d'asseoir une sécurité émotionnelle. Il s'agit de lui donner les soins dont il a besoin. Il s'agit de lui donner l'amour dont il a besoin. Et cet amour, ça va par le toucher physique, par les paroles. Oui. Les paroles bienveillantes vis-à-vis de cet enfant. Rassurantes. Mais quand vous regardez une maman allaiter son enfant, le regard qui se passe là est hautement important pour la connexion. Il faut que l'enfant ait une figure d'attachement. Il y a des choses qui doivent se passer pendant cette période-là. Et souvent, des enfants développent un vide affectif très profond pendant cette période-là, une insécurité. Ils vont commencer à poser des actes déplacés. L'enfant va... J'en connais un, ce matin, je parlais de cet enfant-là qui est devenu... Il volait pour attirer l'attention de ses parents. Il fait tout et n'importe quoi pour qu'on s'intéresse à lui. Il mordait ses enfants, ses camarades de classe, parce qu'il savait qu'au finish, quand il allait faire une bêtise, son père allait arriver. Et il disait chaque fois à la maîtresse, c'est son enseignante qui me parlait, allez appeler papa, parce que j'ai fait une bêtise. À ce moment, il avait son papa. Il prenait ses miettes, vous avez parlé tout à l'heure, des émincés d'amour, d'affection. Et quand quelqu'un grandit dans cet environnement-là, il est plus disposé. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui arrivent à ça, mais ils sont plus disposés à tomber dans des travers comme la violence, etc. Aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle le refoulement. Il y a beaucoup de gens qui ont refoulé énormément de choses et à un moment ou à un autre, ça peut se manifester par des symptômes, des anxiétés, de l'agressivité, des réactions démesurées. Vous avez l'impression que mais pourquoi il réagit pour un simple problème avec autant? Ce sont des choses qui sont refoulées et à cause d'un souvenir, il le disait tantôt, quelque chose qui s'est passé à l'enfant, quelque chose qui revient, qui remonte à l'esprit, ça ressort. Et ça peut conduire, donc ça c'est vraiment le profil des gens, pour la grande majorité, qui arrivent à être des meurtriers. Il y en a aussi qui sont juste nés dans un environnement où il y avait beaucoup de violence, tout simplement, dans un quartier violent, tout le monde était violent, la violence n'était pas décriée. Et un enfant qui se retrouve dans une situation où quelqu'un a été violent, il n'a pas été puni, il regarde comment ça se passe et puis il se dit, ça c'est ce qui doit être, c'est ça qui constitue finalement son surmoi, c'est ça qui constitue sa règle de conduite. On peut taper, ça ne machin, et il met ça dans sa tête. Quand il évolue, il le fait parce que dans sa tête c'est comme ça. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui peuvent conduire des gens à ce type. Une dernière chose, il y a également... certains profils, il y a un enfant qui était un peu comme lui quand il était petit. Son papa, il battait sa maman
Mais après, on a accusé son papa de meurtre. Et il y a un enfant, je ne sais pas, on a accusé son papa de quelque chose. J'étais sur un plateau avec le monsieur, j'ai un peu oublié son histoire. Mais finalement, on arrête son papa et lui il demande qu'est-ce qui s'est passé. On lui dit, ton papa a fait quelque chose. Disons, la famille voisine dit que ton papa a fait quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement de l'incident. Et il a grandi toute sa vie. Parce que la période a été mal gérée par la famille. On va dire non, nous on n'est pas chez les Blancs ici, on n'a rien à dire à l'enfant, il va juste comprendre. L'enfant a... Il n'y a pas eu un accompagnement? Pas du tout. Parce que quand il y a un choc post-traumatique, quand il y a un choc, il faut un accompagnement, c'est important. Oui. Il n'a pas eu ça. Il a grandi avec en idée qu'un jour, il va tuer toute cette famille. Wow. C'est un monsieur qui a fait New Bell. Il était sur le plateau, il racontait ça. Toute sa vie, il a grandi en disant « je vais venger mon père ». Ça aussi, c'est des gens qui ont des chocs émotionnels qui sont mal gérés et qui finissent par développer une violence pour se protéger. Ils ne savent pas gérer toute l'émotivité qui est là. Et ils la transforment soit en violence, soit d'autres vont faire pipi au lit. Vous allez voir des enfants qui pissent au lit pendant très longtemps, 17 ans. On ne comprend pas. Ça vient de là. Ils refoulent. Pour certains, oui. Et ça vient souvent par des cauchemars. Un stress post-traumatique, ça peut se manifester. Il fait le cauchemar, il revoit la même scène. Il voit peut-être que quelqu'un tombe dans le vide. Ce sont des scènes et il est apeuré. Ça rappelle en fait la scène qu'il a vue où il était apeuré. Il commence à avoir des peurs, des phobies. Il ne peut pas entrer dans un avion, il ne peut pas entrer dans un ascenseur. Il commence à développer des choses bizarres en fonction de l'enfant. Valérie, est-ce que tu te retrouves dans ce qu'elle dit? Est-ce que, je veux dire que le petit garçon que tu étais, quel genre de petit garçon toi tu étais? Un très bon petit garçon, sur toi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu une très belle enfance. Parce que, effectivement, quand on parle de féminicide, on parle de maltraitance. J'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. J'ai jamais vu que ça. Donc, ce qui fait que c'est des attitudes, effectivement, comme la dame le disait tantôt, un homme est à 80% le fruit du référentiel dans lequel il a grandi. Donc, oui, s'il ne grandit que là où il y a de la violence, forcément, il va être violent. Mais qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête d'un homme qui violente une femme? Toi, tu es un homme. Pour psychologie aussi, je voudrais te comprendre ce soir. Pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'un homme qui violente sa femme plusieurs fois et en arrive même à la tuer, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Hein. Tu peux avoir un type qui manque de confiance en soi. Il n'a même pas su comment draguer une femme. S'il y a son oncle qui lui a donné une femme depuis le village, la femme est venue l'accepter. La femme est arrivée, je dis n'importe quoi, à Douala, elle a découvert les immeubles. Et puis la vie qui bouge avec son âge, essaie de partir. Mais l'homme se dit, bon, ben, écoute, si tu n'es pas avec moi, tu seras avec personne. Ça peut arriver. Oui. Donc, alors, il se passe quoi? Manque de confiance en soi, manque de capacité à pouvoir gérer une vie seule. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, bien que ça ne s'explique pas. C'est bien que la conséquence qui est donnée, la mort ou bien la maltraitance ne puisse s'expliquer, mais c'est des facteurs c'est des choses qui peuvent arriver. Le manque de confiance en soi. Et vous avez des types qui moi je vous le dis tantôt, hein, quand je grandissais, j'étais lycéen. J'avais un groupe d'amis qui se disaient, moi je tape ma copine, moi je peux faire ça à ma copine, et puis le lendemain vous nous voyez ensemble. Et à un moment c'est devenu le concours de taper sa copine. C'est devenu le concours de taper sa copine. Wow. C'est sûr qui existe. Quand on grandit, il y a l'entourage. L'entourage, parce que quand vous êtes déjà dehors, vous êtes hors champ vision des parents. Ça veut dire que si vous êtes intelligent, bien si vous êtes malin, disons-le comme ça, vous pouvez être quelqu'un, une autre personne dehors et être une autre personne à l'intérieur. Et c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Toi, je vais te poser la même question. Il y a plein de pervers narcissiques dehors, il y a plein d'hommes qui sont pervers narcissiques. Et puis, il faut dire que la violence n'a pas de classe. Bien sûr. Exactement. On n'a pas dit que c'est parce qu'un homme, je ne sais pas, il a pris une femme au village qui la tape. Il y a des hommes nantis qui sont
hyper violents, qui tapent leurs femmes. C'est juste une métaphore. C'est juste une métaphore. Je suis d'accord. Oui. Qui les blessent, mais les femmes ne se plaignent pas, peut-être parce que pour préserver, je sais pas quoi. Mais est-ce que toi, dans ta tête, est-ce que tu comprends qu'un homme tape sa femme? Allons seulement sur tapis. Simple. Bon, taper sa femme. Oui, je peux comprendre. Tu as tapé ta copine, le sourire là que je vois là. Taper comment exactement? Taper, c'est taper. C'est toujours taper. Non, ça commence toujours par une gifle. Non, taper. Jamais. Bon, en fait, je n'ai jamais tapé ma femme. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est que si j'essaye de me mettre dans la peau de ces personnes-là, ça peut être dû à plusieurs choses. Déjà, c'est souvent le fait que il a évoqué un sujet très important, c'est le fait que peut-être un parent peut venir te donner une femme et tout. Et ça fait que tu n'as pas pris le temps peut-être de voir le profil qui est en face de toi avant de te décider véritablement de te mettre avec elle. Et puis ça se passe comme ça se passe et tout. Mais je pense que il peut aussi, ça peut aussi être dû. Sincèrement, c'est un peu compliqué parce que je n'arrive pas à me mettre dans la peau de ces personnes, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas de raison, vous n'arrivez pas à trouver de raison à ça. Non, mais écoute, si moi je te dirais, c'est quelqu'un que j'estime, bon, c'est quelqu'un d'un peu ambigu, mais il dit parfois des choses sensées. Si tu ne peux pas supporter la bouche d'une femme, ne te marie pas. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas capables de supporter la bouche d'une femme. Et nous tous, on sait ici. Ce n'est pas vous qui allez me contredire. On sait, on connaît la bouche d'une femme. Et vraiment la malbouche. Sans frein, sans filtre. C'est-à-dire, vous imaginez, essayez de reprendre le tableau. Un type qui charbonne toute la journée, il a une femme à la maison qui ne travaille pas. Il doit s'occuper du loyer, il doit s'occuper de tout ce qui est confort, projection, avenir des enfants, tout. Mais il entre à la maison. Tu étais encore avec qui aujourd'hui? Pourquoi ton téléphone est sur silencieux? Qu'est-ce que tu as fait à 12 heures? Parce qu'elle aurait entendu sur Facebook à 12 heures, le taux d'occupation des auberges et des hôtels est extrêmement élevé. Alors elle se dit que monsieur aussi va dans ces choses-là. Alors tu n'as pas la paix. Moi je dis, j'ai connu des amis qui, lorsque 17 heures arrive, ils pensent qu'ils doivent rentrer à la maison, mais c'est un calvaire. Alors, moi je voudrais dire quelque chose. Donc ce qui fait que c'est des choses qui peuvent amener quelqu'un à poser, s'il n'a pas la maîtrise, il peut commettre l'irréparable. La pression, le stress. Non, ne dis pas qu'il n'est pas prêt, attention. Oui, je veux juste dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont immatures aussi. Hein. Pas forcément l'immaturité en termes d'âge, mais aussi l'immaturité émotionnelle, qui ne sont pas du tout matures, ils ne sont pas capables de supporter. Il y a des personnes qui se marient parce que la société veut qu'elles se marient, ces personnes-là. Il y a des personnes qui se marient sans comprendre c'est quoi le mariage. Il faut savoir que le mariage, c'est quelque chose quand même d'assez important, d'assez profond. C'est deux personnes avec deux cultures, deux environnements différents, de tout, et qui doivent se mettre ensemble. Et ce qui se passe souvent dans le mariage, c'est que chacun veut rester tel qu'il est en venant dans le mariage. C'est-à-dire que je suis venue comme ça, si je mangeais une fois, je vais manger une fois. Et il faut savoir que le mariage, c'est des compromis que l'un et l'autre font pour pouvoir s'adapter aussi au partenaire qui est en face. Et quand on est jeune, on estime que non, c'est moi qui commence. Il y a plein de choses qui se passent. On regarde des films et on voit pas mal de choses là qui ne reflètent pas vraiment la réalité, malheureusement. Et puis je voulais dire aussi qu'il y a des hommes qui battent leur femme. Je me mets un peu dans la peau de certaines personnes que j'ai écoutées. Souvent quand il donne le premier coup, parce qu'il a un complexe, comme il disait, d'infériorité ou de supériorité. Oui. Quand il a un complexe d'infériorité, il se dit qu'en battant cette femme, il la ramène à son niveau. Oui. Or, le mariage, c'est un mariage partenariat, ce n'est pas un mariage de pouvoir. Il y a la différence entre mariage pouvoir et mariage partenariat. Quand on est des partenaires, on trouve le moyen d'arriver à des consensus et on communique et on fait un certain nombre de choses. Mais lui, il se met dans un mariage pouvoir. Je suis l'homme, je suis. Quand quelqu'un répète déjà ça tout le temps, ça veut dire qu'il a échoué quelque part. Vous voyez? Et quand il veut assujettir, quand il va donner le premier coup et que ça va marcher, il va se rendre compte que la personne est devenue calme. Qu'est-ce qu'il fera ensuite? Il en donnera encore un peu plus. Mais malheureusement, le cycle sera quoi? Problème, violence, excuses, réconciliation, jusqu'à ce que
on ne revienne plus à problème, violence, excuse, réconciliation, mais qu'on sorte par la mort. La plupart des gens qui ont tué ne pensaient pas. Il y a très peu de personnes qui font des féminicides par homicide volontaire. Généralement, ils tapent quelqu'un, ils sont dans une bagarre, ils tapent, ils ne se rendent jamais compte du coup qui sera fatal. Parce que plus, et il y a quelque chose dans l'être humain, il va commencer à prendre plaisir inconsciemment à ce petit pouvoir qu'il a de voir. C'est vraiment le corps, il y a un sadisme là qui va commencer à développer dans son corps. Il regarde, il bat, il voit son regard, il se sent un peu fort. Après, il se dit, ouais, c'est quand même ma femme. Il revient, excuse-moi, vraiment, je ne vais pas faire ça. Mais puisque ça a marché la première fois, dès que le problème arrive, on ne sait pas l'autre solution, on se contente de ça, on frappe, on bat. À un moment, tu vois le monsieur qui dit, je ne sais plus comment faire, parce que tu as appris à ton cerveau, il parlait d'habitude, que le seul moyen de gérer une femme qui essaye de monter, c'est de taper. Le cerveau commence à s'habituer à ça. Et c'est comme une adrénaline. Plus tu vas taper, plus l'adrénaline va monter. Tu auras envie de taper un peu plus, jusqu'au jour où le coup fatal va arriver. Je dis comme ça à tous ceux qui nous écoutent, vous ne savez pas, vous qui battez vos épouses, à quel moment le coup fatal sera là. Il y a beaucoup de personnes à New Bell, à Yaoundé également, qui sont dans des prisons et qui ne savaient pas qu'ils allaient être en prison aujourd'hui. Très bien. Messieurs, on va marquer une première pause. Nous avons invité des gens au débat et nous leur avons demandé ce qu'ils pensent du fait que les violences dans les couples est devenue de plus en plus régulière. Nous les écoutons et nous revenons juste derrière. Oui, moi je pense que l'éducation de base est finie dans les ménages. Les enfants sont mal éduqués et maintenant chacun fait à sa tête. Et comme ils trouvent dans la vie dure, dans la société, ils sont obligés d'être agressifs, c'est tout. Bon, le couple, s'il y a trop de violence, parce qu'aujourd'hui, mon point de vue, on se focalise beaucoup plus sur les matériels, sans savoir la personne qu'on a en face, est-ce qu'elle m'aime sérieusement, ou la personne qui se présente devant moi est sérieusement amoureuse de moi, ou c'est pour mon matériel. Mais à la longue, quand elle vient trouver que tu n'es pas matériel, tu n'as rien chez toi, elle s'en débarrasse. Et l'homme aussi, c'est pareil. Hein. Il y a les hommes qui profitent toujours derrière les femmes aussi. Et c'est ça qui fait aujourd'hui beaucoup de, je peux dire, de violence conjugale. Pour moi, c'est mon point de vue à ce niveau. Oh, the problem is that first of all, there's misunderstanding. If two people living together, they cannot understand each other. There's bound to be violence. First of all, love has to grow. In that state, they will understand themselves and the violence will surely go away. Secondly, poverty contributes. The fact that when people get married, it might be one couple is working, the other couple is not working. There's bound to be violence. If there is, in such a way, if the woman is working and the man is working, they can understand that this aspect of that's rent paid by the husband, pay school fees for the children, pay the house rentage. Meanwhile, the wife takes care of the food and bills. But when there is nothing like that, there's bound to be violence. Everything goes back to say that there should be understanding among themselves. La violence est due du fait que les hommes sont un peu de plus en plus irresponsables. Irresponsables comment? Moi, je me dis, quand l'homme satisfait sa femme financièrement, il ne doit pas avoir ce genre de dispute. Oui, prenons un exemple, l'homme se lève le matin, il te laisse 1000 francs avec les coûts des trucs qui sont chers sur le marché. C'est pour que la femme rentre, aille au marché payer quoi. Et vous vous rendez compte, dès qu'il rentre le soir, c'est les problèmes. C'est les problèmes, puisqu'il se dit que bon, avec les 1000 francs que j'ai laissés, elle pouvait bien faire quelque chose. Bon, moi, je me dis que c'est des trucs comme ça. Et aussi les rentrées tardives des hommes. L'homme doit aussi apprendre que s'il doit rentrer à la maison même à 20h, plus de 20h, il peut ne serait-ce qu'appeler sa femme et dire que bon, bébé, comme tu vois, je suis avec des amis. Je vais un peu rentrer d'ici 20h. Et il respecte cela. C'est vrai, je suis une femme et je sais aussi que vraiment c'est une femme des ranches. Oui.
elles dérangent, elles ne sont pas patientes, elles veulent vite avancer, elles veulent gros quoi, elles veulent gros, ça c'est une vérité que vous avez évoquée. Les violences dans les couples aujourd'hui, nous aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a constaté que la plupart des jeunes filles aujourd'hui ne reçoivent plus l'éducation de la femme au foyer. Et il y a ce véritable problème qui est aujourd'hui. La femme arrive dans un foyer, elle est perdue, elle ne sait pas comment s'occuper de son homme, elle ne sait pas comment prendre soin de sa maison. Et le matérialisme a pris le dessus. Le matérialisme. Et ça, on ne peut accuser que la femme. Parce que les mamans aujourd'hui sont plus matérialistes et envoient leurs filles faire du n'importe quoi. Ça fait que la femme arrive dans le foyer, elle ne connaît même pas ce qu'il faut faire dans le foyer, qu'est-ce qu'il faut, comment faire pour tenir son homme, comment faire pour tenir son foyer, comment faire pour gérer même la belle famille. Et quand vous tombez sur un homme violent et qui n'est pas patient, qui peut enseigner, réenseigner sa femme comme s'il enseignait un enfant, comme s'il éduquait un enfant, et on tombe dans cette violence. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien ce soir avec ces messieurs et ces dames. Nous parlons des violences, des féminicides qui continuent dans notre société. Je suis avec M. Mbela, Valérie, avec Mme Ekoto, épouse Djimo, et avec M. Baïro. Alors, messieurs, quel impact pour vous les féminicides ont-ils sur les familles? Parce que quand on tue une femme, on ne tue pas seulement la femme. Il y a derrière elle souvent des enfants, très souvent. Il y a toute une famille derrière. Alors on parle seulement pour celle qui est tuée. Quel impact? Le plus gros impact, je dirais, c'est sur les enfants déjà. Parce que vous avez des enfants qui vont grandir sans leur mère et qui n'auront pas connu l'amour du Messie s'ils sont encore en bas âge. Et cela va forcément affecter leur développement. Ils auront des choses qu'ils ne connaîtront pas, des frustrations qu'ils auront même au niveau de l'école. Parce que Madame Bissem, vous savez, quand on est élève ou bien collégien, lycéen, les enfants entre eux sont extrêmement méchants. Hein, parce violents, effectivement. Donc, violents, oui, c'est même ça le mot, parce qu'ils ne filtrent pas. Ils ne connaissent pas la portée de leurs mots. Donc, ce qui fait que des camarades de classe peuvent amener un camarade de classe à aller se suicider. Oui. Donc, et c'est des choses extrêmement graves. Donc, par ailleurs, au niveau même de la famille, au niveau des parents de la défunte, c'est-à-dire de la personne qu'on a assassinée, notamment la femme, ça peut être un très grand choc dans la mesure où quand vous accouchez un enfant, votre plus grand souhait, c'est que lui vous enterre, pas le contraire. Donc quand vous deviez enterrer, quand vous êtes un parent et que vous devez enterrer votre enfant, vraiment, il n'y a rien de plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile. Vous vous imaginez seulement quand vous avez un enfant à la maison, quand il tombe, il se fait mal, il pleure. Ça vous fend le cœur carrément. Imaginez si vous devez le mettre en terre et fermé. Donc vraiment, c'est des choses extrêmement difficiles. Et si par ailleurs vous êtes un parent diminué qui a besoin de soutien de son enfant grand, vous voyez ce que ça cause. Donc c'est des choses extrêmement difficiles. Donc, voilà. Alors Vital, il faut dire que le bourreau aussi a une famille. Lui aussi, il est l'enfant de quelqu'un, lui aussi, il est le père de quelqu'un. Quelles peuvent être les conséquences sur sa famille à lui le bourreau? Bon, quand le bourreau, lui, commet l'acte, avant d'atteindre sa famille, lui-même déjà, il faut comprendre que ça l'affecte énormément. Hein. Parce que moi, je dis toujours que ce n'est pas la personne qu'on a tuée qui souffre souvent la plus. C'est la personne qui tue qui souffre la plus. Est-ce que moi, j'aime souvent dire en fait. Il souffre comment?
vous savez, il y a Et cette tu, après, il psychologie. souffre. Oui, il souffre énormément même. Comment? Vous n'êtes pas encore rendu compte que vous pouvez poser un acte, je sais pas, dans l'énervement, vous posez un acte méchant et puis après vous souffrez de ça et puis ça vous fait très mal. Et il y en a qui n'ont pas de remords, vous savez quand même aussi. Bon, ça peut aussi arriver que vous n'avez pas de remords. Bon, c'était une façon de dire que lui aussi également il souffre. Oui. Et puis maintenant, au niveau de la famille, c'est premièrement les parents du bourreau qui vont je dis ça comment, vont voir leur fils comment. C'est-à-dire, est-ce que un parent veut investir autant, envoyer son enfant à l'école, il travaille, il se marie, pour que demain un parent comprenne que il a eu à tuer sa femme et tout, ça c'est un peu très compliqué à ce niveau déjà. Et maintenant au niveau aussi de l'image de la famille, comment est-ce que les autres personnes vont voir les parents de ce bourreau-là. Donc ça devient très compliqué à ce niveau. Et puis aussi, c'est de dire, est-ce qu'on va aller au deuil ou est-ce qu'on ne va pas aller au deuil? Ça va un peu ça devient un peu très compliqué. Est-ce qu'on va les soutenir? Est-ce qu'on va les soutenir? Est-ce qu'ils méritent qu'on les soutienne? Et même si on y va, comment est-ce qu'on va aller? Donc ça devient un peu très compliqué à ce niveau. Et voilà quoi. Barbara, comment les féminicides affectent notre société? Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Tu peux. Je voudrais dire que les enfants qui sortent de féminicide, comme ça vous allez me rappeler la question, j'ai peur de l'oublier tout à l'heure. Oui. Les enfants qui souffrent de féminicide, généralement les féminicides se passent devant les enfants, hein, pour la plupart. Ils voient le papa qui tape et finalement la maman ne se réveille plus. Ça se passe devant eux et ils développent des gros stress. Exactement. Des stress qui vont les accompagner toute une vie. Et parmi ces enfants, il y en a qui vont développer des relations très, très, très néfastes avec le sexe opposé. C'est-à-dire que si tu as une jeune fille qui a vu son papa battre sa maman jusqu'à la mort, cette fille peut avoir une relation difficile avec les hommes. Elle peut se perdre totalement confiance en la gente masculine et ça peut créer même des désordres sur le plan de la sexualité, des désordres, je l'ai vu. Exactement. Ça crée des désordres qu'on aurait pu éviter si un crime pareil ne s'était pas passé. Et chez les hommes, ces hommes-là, ces jeunes enfants peuvent également développer la violence, même de façon inconsciente. Parfois, le cadre qu'on nous donne, et je vous assure, il y a des choses qui sont très bizarres. Le cadre qu'on donne, on est souvent tellement attaché à ce cadre, c'est ça qu'on connaît, c'est ce cadre-là qu'on connaît, au point où quand on on devient un adulte, souvent, on est attiré par les mêmes choses. Oui. Tu vois, une femme qui a eu un papa violent, souvent elle va attirer quelqu'un de violent. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce cadre-là, quand il y aura quelqu'un de très équilibré, bien posé, comme le monsieur nous le dit, qu'il est très équilibré, ça se voit. Non, mais c'est pas toi qui vas nous mentir. Hein. quand elle verra monsieur, elle va se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va elle-même trouver une excuse pour le faire partir. Et ce sont des maladies émotionnelles que les gens vont se ramasser sur le passage comme ça, en plus d'être rejetées, parce qu'elles sont les enfants d'un criminel. Vous voyez un peu ça? Parce qu'en même temps, c'est ton père qui a tué ta mère. Il disait les enfants sont violents. Ils vont être rejetés par la société, ces enfants. Et généralement, quand le mari tue la femme, lui-même il va en prison, les enfants se retrouvent des orphelins. Exactement. Il n'y a plus ni père, ni mère, ni structure familiale. Ils commencent à voltiger d'une maison à l'autre, développant des blessures à n'en plus finir. Ce sont des gens qui sont souvent cassés, même ils réussissent souvent à s'en sortir financièrement, mais ils sont cassés émotionnellement. Ils se marient. Ils deviennent de mauvais maris, de mauvais parents. Il y en a un aussi. qui a fait la une de Facebook parce qu'il est passé sur un plateau télé, je le lisais il y a quelque temps. La femme se plaignait en disant que son mari ne lui manifeste pas de l'amour. Pas du tout, ni à ses enfants, ni rien, mais ils sont mariés. Il dit, tu me rappelles ma mère, point final. Ce monsieur a certainement perdu sa maman sur le passage et quand il a vu cette fille, il a vu quelques comportements, il s'est attaché à elle, mais on ne couche pas avec sa maman. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il ne fait pas des choses bizarres avec sa femme. Il la regarde chaque fois comme la personne qui comble le vide affectif que sa maman a laissé. Et du coup, en plus, sa maman est partie très tôt, il ne sait pas aimer. Wow. Il ne sait pas comment on aime, il n'a pas de modèle. En fait, il ne sait pas comment on s'attache à une femme. Il ne sait pas comment on manifeste Oui. de l'amour vis-à-vis de cette personne-là. Vous voyez, ça crée des gens comme ça, des gens désordonnés émotionnellement qui ne savent pas s'il n'y a pas d'autres modèles bien stricts. Et Dieu sait que les modèles deviennent de plus en plus rares.
de plus en plus de familles, c'est les divorces, c'est les bastonnades. Pour avoir des modèles corrects, là, c'est compliqué. Regardez dans nos différentes familles. Si chacun regarde dans sa famille, c'est compliqué. C'est l'occasion même pour tous ceux qui nous écoutent. Soyez ces modèles-là. On en a besoin. Vos enfants, l'entourage. Je n'arrête pas de le dire, mais vraiment, ça fait partie des conséquences aussi. De manière globale, maintenant, dans la société, comment les féminicides affectent-ils la société en elle-même? Ça affecte la société parce que la vulgarisation de la violence détruit une société. La société perd ses repères. Une société doit pouvoir encadrer, diriger, etc. Lorsqu'il y a une multiplication de féminicides, il y a un problème au niveau de cette société-là. Il faut aller regarder la santé émotionnelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Aller chercher le problème au fond. Est-ce que l'environnement de vie est comme il faut? Est-ce qu'au moment où on éduque les enfants, comment on dit ça? Ce qui est général, global, la pensée globale, c'est quoi la pensée globale de notre environnement? Qui s'occupe de ça? Qui regarde ça? Comment on fait pour sortir de là? On ne peut pas être dans une société où de plus en plus on est en train de souffrir de ce type de choses et de plus en plus, on a moins d'actions. Nous, on est ensemble. Depuis ces dernières années, les féminicides sont en train de croître. Je n'ai pas vu autant d'actions significatives qui ont été menées. Seulement si vous me le dites, je ne suis pas, je n'ai pas les yeux partout, mais des grosses actions qui vont parler fort et qui vont permettre qu'il y ait un frein, même par exemple par rapport à une loi qui va être votée ou par rapport à quoi ou quoi. Mais il faut dire que l'environnement est biaisé. Les enfants qui naissent dans cet environnement-là savent que c'est toléré, on le disait tantôt, il peut arriver à faire ça, savent qu'on peut battre sa femme, donner 2 gifles par-ci, par-là, savent qu'ils grandissent avec cette violence-là. L'environnement tout entier est en difficulté et ça joue même sur le plan financier. Le nombre d'argent qu'on dépense pour les guérisons, on tape, on guérit, on tape, on guérit, on tape, on guérit. Économiquement, ça joue. Ce n'est peut-être pas à grosse échelle, mais ça joue. On tape pas à l'argent. Non, mais c'est l'environnement. Il dit que je te tape, je te soigne. Mais l'argent, c'est l'argent. On est en train de parler sur le plan macro, non? Sur le plan macro, c'est... Je vous charrie. Alors, Valérie, est-ce que la société elle-même ne favorise pas ce climat de violence? Est-ce que les normes sociétales, parce que la société a ses règles, ce n'est pas pour contribuer à ce que les hommes continuent à être aussi violents, que les féminicides persistent? Oui, mais madame l'a expliqué tantôt, il y a un problème d'éducation à la base. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous fais remarquer, je vais revenir à votre question, je vous fais remarquer aujourd'hui, vous avez de plus en plus des papas dans la maison qui ne sont plus des papas, qui veulent aussi être aimés par les enfants. On appelle papa gâteau. C'est-à-dire, on passe tout à l'enfant. On n'est pas un modèle, on ne lui donne pas une éducation stricte, on ne lui dit pas ça il ne faut pas faire, ça tu peux te le permettre, ça il faut t'arrêter à ce niveau. Donc, alors l'enfant grandit avec le sentiment qu'il a tout permis. Faire tout ce qui lui passe par la tête. Alors vous avez d'autres facteurs qui vont favoriser ça. Aujourd'hui, on a des parents qui sont le père qui va travailler, la mère qui va travailler. Il y a personne pour recadrer les enfants pour réceptionner l'enfant dès qu'il rentre de l'école. Alors qu'est-ce qu'il fait? La télé qui va l'éducation. Et ce qui se passe à la télé aujourd'hui dans certaines chaînes, mais c'est du grand n'importe quoi. Et si vous avez encore un adolescent qui va en plus dans les réseaux sociaux, c'est encore du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes de violence, il va vouloir expérimenter. Aujourd'hui, on a des coachs qui vont coacher tout, qui sont experts en tout. Alors, et vous avez des enfants qui sont plongés là-dedans. Alors, vous avez aujourd'hui, par exemple, des enfants qui, c'est une parenthèse, qui, comme il n'y a pas de contrôle, au niveau de son téléphone, pas de contrôle parental, il a accès à des sites qu'il ne devrait même pas avoir à son âge. Donc, il y a ce problème d'éducation, il y a ce problème de cadrage au niveau dans la cellule familiale. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, il faut que les papas deviennent des papas, redeviennent des papas. Il faut que des papas redeviennent des papas. Ok. Donc, quand un enfant... Quand nous on grandissait, on te disait voilà ton père qui arrive, mais tout le monde est au garde-vous. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le papa est plus doux que la maman aujourd'hui. Donc, du coup, l'enfant n'a pas devant lui, quelqu'un de rigide qui lui montre les bases et qui lui donne des limites.
Par ailleurs, quand on arrive au niveau de la société, donc la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, vous-même vous voyez, on le disait d'entame, lorsque vous avez quelqu'un qui arrive à ôter la vie à une femme et qui n'est pas sanctionné comme cela se doit, ben, ça donne la latitude à quelqu'un d'autre de penser que bon, ok, ce genre de charge-là, moi je peux supporter. Moins de 100 000, moins de 5 ans, bon, je peux supporter, ça veut dire que je peux me permettre. Et puis dans 5 ans, bon, ben, et puis comme ça se passe chez nous, si je donne bien acquis de droit, je suis dehors. Mais voilà. Alors, est-ce que le fait que la société nous impose des règles, quand on a une femme qui a 35, 40 ans, qui n'est pas mariée, on te traite de célibataire, on se moque un peu, quand tu n'as pas d'enfant, est-ce que ça aussi, ça ne favorise pas le fait que les femmes acceptent de rester dans les foyers où elles sont maltraitées? Oui, ça favorise effectivement parce qu'aujourd'hui, les modèles sont ceux qu'on voit sur Internet. Les jeunes filles aujourd'hui sont aussi très exposées à des modèles qu'on voit sur Internet et tout. Et puis, la femme, moi je ne sais pas, la femme a souvent une façon de prendre son repère ou une façon de faire des choses que moi je ne comprends pas, effectivement, parce que vous allez voir une jeune fille aujourd'hui qui va se baser sur exactement ce qu'elle voit de ce qu'on lui reflète sur les réseaux sociaux pour pouvoir tracer sa vie, ou alors elle va se baser sur ce que ses copines disent, ou son entourage et tout, pour pouvoir prendre ses propres décisions, ou bien pouvoir véritablement avancer. Donc ça veut dire, aujourd'hui, c'est un réel problème. C'est-à-dire que ce que la société nous impose, c'est un réel problème. Ça contribue effectivement au fait que ces femmes, parfois elles se trouvent dans des situations compliquées, dans des groupes, sont obligées de supporter parce que, se disant, si je rentre à la maison, si je rentre au quartier, si je rentre, et puis finalement ils finissent par accepter et ça crée ça. Alors, Barbara, rapidement, quelle est la responsabilité de la femme elle-même et des familles dans ces féminicides-là? Parce que je pense quand même qu'on a beau parler de celui qui tape, celle qu'on tape aussi a sa part de responsabilité. Totalement. La première chose qu'il faut d'abord au niveau des familles, c'est de dire aux familles, moi je m'insurge complètement à ces familles qui disent à chaque fois va supporter, on peut te battre, parce que quand le pire arrivera, il n'y aura personne pour la ressusciter. Lorsqu'il y a déjà la violence dans un couple et que votre enfant vient vous voir, il faut adresser le sujet. Il faut tout au moins montrer à la personne qui est violente que la famille désapprouve totalement ce qui est en train de se passer. Il faut y aller de plus en plus. Prenez les étapes, allez-y progressivement jusqu'à ce que vous atteigniez au niveau où s'il ne veut pas avancer, ben vous reprenez votre fille. Moi, c'est vraiment mon souhait pour tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que la mort ne se renégocie pas deux fois. Et lorsqu'on meurt, ce n'est pas parce qu'on a prévu de mourir. Ou alors lorsqu'on tue, généralement dans des féminicides, on n'a pas prévu de tuer. Bon, pour vous protéger, messieurs, je pense qu'il faut également, vous-même, tout comme les dames, vous soigner. Vous soignez pourquoi? Parce que souvent vous avez eu des passés difficiles. Il y a des thérapeutes qui sont disponibles. Allez dans un hôpital, dites je veux voir un psychologue, dites je veux voir un thérapeute. Je me rends compte que je suis trop violent. Il y a des causes à ça. Le thérapeute va rentrer ou le psychologue dans votre enfance, va rentrer là où ça a commencé. Modifier l'information dans votre cerveau et vous allez de plus en plus ne plus trouver nécessaire d'avoir cette violence-là. Il faut absolument que la jeune femme se soigne également parce qu'elle est souvent en dépendance affective. Quand tu as une blessure de l'abandon, quand tu as souffert énormément dans le passé, sache que tu risques de commander les émincés, j'aime ce mot-là, ces émincés d'amour auprès des omelets. Je les appelle des omelets, des hommes qui profitent. Non, ce sont des omelets. Les balles perdues sur nous maintenant. Franchement, tous ceux partout où je fais mes séminaires, ce mot-là, les gens connaissent. Pour moi, ce sont des omelets. Et je vais vous dire, parce qu'un homme avec grand H, il cherche la solution. Il y a la communication, il y a ceci. Tout à l'heure, en dehors du plateau, il est jeune, mais il a commencé à avoir des attitudes d'homme. Il était avec une jeune femme, dont il nous parlait de ça tout à l'heure, qui a commencé à devenir, au lieu de devenir violent, au lieu de ceci, il a abandonné la femme et la petite maison. C'était une fiancée, une copine. Il a décidé, ma chérie, bon vent. Il a refait sa vie tranquillement. Aujourd'hui, il doit être un homme marié, etc. Ce que je veux dire, c'est que mettez-vous au-dessus. Vous êtes un homme. Vous n'êtes pas une omelette. La femme parle, tu parles. La femme bava, tu gifles. Comment on fait la part des choses? Un homme, un vrai,
Un vrai. Moi, je suis mariée, ça fait 20 ans. Wow. Mon mari n'a jamais bousculé la femme que je suis. Je dis bousculer. Même prière, Baba. Mais je le célèbre. Je le célèbre parce que ce monsieur, ce ne sont pas les occasions, il le disait tantôt, qui ont manqué. Les femmes peuvent irriter considérablement les hommes, mais ce n'est pas parce que la femme peut t'irriter que tu vas réagir de cette façon-là. Donc, chères femmes, il faut vous soigner, réaliser que vous n'êtes pas du tout obligées de tout supporter. Ça veut dire que vous avez un problème émotionnel, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur de vivre seul, vous avez tellement de peur. Il faut vous soigner. Une personne équilibrée peut maintenant prendre ses décisions dans le foyer. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que, mais de façon beaucoup plus équilibrée. Il faut qu'elle se soigne. Il faut qu'elle réussisse également à s'aimer. Parce que quand on ne s'aime pas assez, on supporte tout et n'importe quoi. Il faut reprendre sa vie en main en sachant que ce n'est pas une fin en soi que d'être avec une personne, cette personne violente-là. Surtout, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Pas du tout. C'est important de demander de l'aide quand on pense qu'on n'a plus les moyens de par soi-même prendre ses décisions. Alors, rapidement, Valérie, on a terminé. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour prévenir les féminicides sur les femmes et sur les jeunes filles? Il faut que la loi soit plus dure qu'elle ne l'est maintenant vis-à-vis des gens qui commettent ces actes-là. Il faut commencer par là parce que lorsqu'on est dans un État, le premier protecteur devrait être l'État. Le premier protecteur devrait être celui qui gouverne. J'allais dire la loi. La loi. Oui. Non, effectivement, donc il faut qu'on soit beaucoup plus dur vis-à-vis des gens qui commettent ces actes. Et puis, effectivement, madame l'a bien dit tout à l'heure, il faut que l'on apprenne à s'aimer soi-même d'abord. Parce qu'effectivement, comme l'a dit, la vie c'est pas le game, il n'y a pas deux têtes. Que lorsque la première tête tombe, Street Fighter, la deuxième tête pousse. Non, c'est pas ça, c'est un tour. On meurt une seule fois. On meurt une seule fois. Donc il faut pouvoir s'aimer soi-même. Prendre des décisions à un moment que bon, ok, on est rendu à un niveau où on ne peut plus être ensemble. Et partir. Très bien. Alors, Vital, tu vas parler à ces hommes-là qui tapent sur leurs femmes. Tu vas regarder cette caméra et tu vas leur dire, toi l'homme, qui a eu un grand H, hein, l'homme qui est là, dis-leur, parle-leur en 30 secondes. Ok. Messieurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous dire un truc assez important. C'est que vous devez premièrement arrêter si vous vous rendez compte que vous battez sur votre femme, vous devez complètement arrêter. Alors pour arrêter, c'est tout un processus. Et moi, je vais vous proposer 3 choses à faire qui vont certainement vous aider. La première chose que vous devez faire, c'est premièrement vous refaire, c'est-à-dire essayer de vous reconnaître au fond, c'est-à-dire la connaissance de soi. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir prendre des réelles décisions pour votre vie. Ça, c'est la première chose. Vous connaître effectivement. Deuxième chose, c'est de pouvoir effectivement essayer de voir si le problème est au-dessus de vous et que vous pouvez partir voir des personnes pour pouvoir vous faire soigner véritablement. Allez voir ces personnes qui sont adéquates ou alors les personnes qui peuvent vous donner, je ne sais pas, des solutions ou vous apporter une guérison, parce que moi je pense que c'est une grosse maladie qu'il faut absolument soigner. Maintenant, la troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est aussi se décider soi-même de ne plus jamais le faire et de mettre Dieu devant pour que vous puissiez véritablement réussir à le faire. Merci monsieur. Alors vous parlez à une femme, à une sœur, à une femme qui se fait battre, qui accepte de se faire battre. J'aimerais que vous lui parliez. Qui se fait battre et qui accepte de se faire battre. Oui, si on te tape 2-3 fois, c'est que tu as accepté qu'on te tape. Bon, ben, si tu as accepté de te faire battre, sache que ta prochaine destination, c'est le cimetière. Et nous, on va venir la veiller, on va manger le pain chargé et on va boire la bière, on va partir. Donc, si tu as accepté de te faire battre, oui, parce que si tu as accepté de te faire battre, ça veut dire que tu ne t'aimes pas assez pour pouvoir vivre. Pourquoi? Parce que j'estime que le Créateur t'a donné une tête pour réfléchir, 2 bras, 2 jambes. Ça veut dire que tu as les capacités de t'en sortir par toi-même. Alors si tu estimes que tu n'as pas ces capacités, alors que moi je te dis que tu les as, ben écoute, nous on va venir à la veillée et on va manger le pain chargé, on va boire la bière, on va partir. Alors ça c'est la guérison par l'électrochoc. On choque pour stimuler. Alors toi je vais te demander en tant que toutes les casquettes que tu portes de parler à ces familles-là qui, quand leur enfant vient leur dire on me tape, on leur dit il faut supporter, rentre chez ton mari. Je voudrais que tu t'agresses aux familles
qui sont le principal soutien quand même de cette femme-là qui souffre. Et je voudrais parler comme ça à toutes les familles en disant, chaque fois que vous acceptez qu'un homme batte votre fille, vous êtes en train de détruire pas seulement votre fille, mais aussi la descendance de votre fille. Vous êtes en train de fabriquer aujourd'hui des adultes qui seront complètement déséquilibrés demain. Et vous êtes en train de creuser une tombe petit à petit pour faire enterrer votre fille, comme le disaient les messieurs tout à l'heure. Je voudrais encourager les familles à réaliser que lorsque vous voyez ce type de danger, vous pouvez appeler de l'aide. Même à côté, vous pouvez être dans l'empathie. Au lieu de repousser la personne, écoutez la personne. Allez avec la personne auprès d'une personne pour l'aider. Moi, je suis thérapeute, vous pouvez me retrouver sur Facebook d'ailleurs, et il y a un livre que je voudrais également recommander, que ce soit aux familles, aux hommes ou aux femmes qui sont victimes de tout ça, qui s'appelle « Guérir de mes blessures du passé ». Parce que quand vous n'êtes pas guéri, vous allez être des victimes, vous allez être des violents et les familles vont être permissives. Donc le livre est disponible, je vais le dire, hein, à la librairie Solution Bookshop, juste à Ancien ISES. Ancien ISES, vous demandez Solution Bookshop, le livre s'intitule « Guérir de mes blessures du passé ». Ça permet quand même de travailler sur soi en amont, comme il le disait tantôt. Merci madame. Je vous en prie. Messieurs, merci, d'avoir été là. Merci pour ce moment. Merci d'avoir, Vital, d'avoir partagé une tranche de vie avec nous. Merci Barbara pour les précieux conseils. Merci Valérie. Mesdames, si vous acceptez de vous faire battre, ils vous battront. Ah ouais. C'est clair. Un homme prend ce qu'on lui donne. Vous n'avez pas accepté de subir ça. Si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Demandez de l'aide et il y a des gens qui sont là, qui vont pouvoir vous aider. J'ai une dame qui est venue demander de l'aide aujourd'hui. Ah, magnifique. Elle est venue ici aujourd'hui. Barbara, à l'occasion, je vais te la présenter. Elle subit les rafles de son mari et elle était en pleurs. Demander de l'aide, ce n'est qu'en parlant qu'on trouve des solutions. Refuser d'être sous les coups, de mourir sous les coups d'un homme. Merci d'avoir été là. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Au revoir.